je tenterai de montrer comment et pourquoi, en l'état, le sort des transanimaux peut être assimilable à celui de sous-machines. Afin de mettre en perspective mon propos, je dois d'abord vous préciser que mes recherches, mais Madame Gaillard l'a précisé, je vais donc préciser un petit peu, portent sur la triade en effet animalité, humanité, machinité, dont l'objet est d'analyser les représentations sociétales et académiques, parce qu'il y en a aussi dans la recherche des biais de représentation, sur les notions d'animalité et de machinité, et d'étudier les systèmes de valeurs qui en découlent. Je développe la notion de machinité en tant que telle afin de mettre en exergue les projections ontologiques humaines issues d'une représentation machinale, que ce soit des machines sur les humains ou des machines sur les animaux. Comme le disait Madame Gaillard, ces travaux m'ont mené il y a quelques années à développer une réflexion sur le transanimalisme. Et encore une fois, je suis vraiment ravie que ça devienne un sujet en soi parce qu'il le mérite. Donc, comme vous le disiez, Madame Gaillard, pourquoi il est important de le définir, ce qu'il est comparativement au transhumanisme et en quoi il est un axe philosophique tout particulièrement éthique. Comme vous le disiez aussi, ça ouvre beaucoup de perspectives aussi en droit. Il est intéressant qu'il y ait des juristes aujourd'hui et aussi en sciences dures. Il faut que nous puissions réfléchir de façon commune. Donc, je débute à proprement parler ma présentation. Alors, je vais faire quelques rappels sur le transhumanisme, puisque ça a aussi été des actes de recherche, comme vous le disiez en préambule. En effet, le transanimalisme est un sujet qui peut découler de la réflexion du transhumanisme, notamment dans ce besoin de redéfinition. Qu'est-ce qui est proprement humain? Qu'est-ce qui serait le propre des animaux? Ou alors dans quelle mesure justement nous avons une communauté cognitive, émotionnelle et une communauté de destin aussi. Alors, historiquement, le terme transhumanisme est antérieur, bien évidemment, à celui de transanimalisme. Ce dernier, le transanimalisme, constitue de fait une voie d'essai, d'expérimentation vers les possibles transhumanistes. Tout cela pour le meilleur, bien que ce qualificatif soit discutable, on le verra, concernant les humains, et globalement, pour l'instant, pour le pire concernant les animaux. À titre d'exemple, je voulais d'emblée vous parler de Gertrude, qui est donc une truie, avec laquelle Neuralink, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une entreprise d'Elon Musk, voilà, qui teste The Link sur une truie nommée Gertrude, une interface cerveau-machine dont l'objectif est de suivre l'activité cérébrale de la truie, dans le but à terme de sauvegarder sa mémoire, voire de télécharger ses souvenirs dans un robot. Alors, à ce sujet, il est d'ailleurs intéressant de noter que cette truie a eu le privilège de se voir attribuer un nom. Ce n'est plus simplement un animal, un numéro d'expérimentation parmi d'autres, voire une machine biologique, mais bien Gertrude, on pourrait dire presque une personne non humaine qui a des souvenirs. Dès lors que l'animal est précisément engagé dans un processus dont on peut dire qu'il met en exergue des points communs valorisés chez les humains, il deviendrait une personne, à tort ou à raison. Je parle suffisamment lentement pour la traduction. Oui, c'est très bien. Bon, très bien, je vais essayer de conserver ce rythme alors. De nombreux indices et perspectives scientifiques, ainsi que la confusion représentationnelle subsistant encore parfois entre les animaux et les machines, il serait intéressant en effet de se saisir davantage des enjeux du transanimalisme. Pour comprendre pourquoi et comment penser le transanimalisme, nous allons donc revenir sur quelques éléments de base au sujet du transhumanisme. Le terme transhumanisme apparaît en 1957 dans New Bottle for New Wine, un livre du biologiste Julian Huxley, le frère du fameux Aldous Huxley, connu pour son roman Le meilleur des mondes. Nombre d'entre vous doivent le savoir. Pour les participants qui ne le sauraient pas, ça fait une petite précision.
Dans ce texte, Jean Huxley fait la promotion d'un eugénisme technoscientifique qu'il considère comme un progrès humain et qui mènerait, selon lui, à l'émergence d'une espèce transhumaine. Le transhumanisme en tant que mouvement de pensée apparaît dans les années 80-90, notamment sous l'égide du philosophe anglais Max More dans Principle of Entropy en 1990. Alors, ce mouvement est protéiforme, il oscille politiquement entre l'ultralibéralisme et le technoprogressisme. Il y a bien évidemment des origines beaucoup plus lointaines au transhumanisme, puisque la volonté de l'immortalité, du dépassement de notre finitude a des racines beaucoup plus anciennes, mais on ne va pas aborder, c'est une question humaine depuis peut-être que nous avons la capacité à élaborer grâce au langage articulé, mais on ne va pas refaire toute notre histoire. Toujours est-il que réduire le discours transhumanisme à une voie univoque serait peu fidèle à la diversité des univers et propositions transhumanistes. Alors néanmoins, on va rappeler ici quelques éléments communs. Le transhumanisme fait la promotion de l'augmentation et de l'amélioration des capacités physiques, cognitives et même morales des humains grâce aux sciences et grâce aux technologies, grâce au NBIC, les nanotechnologies, biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. Je vois un moment. Alors, on peut dénombrer différents objectifs liés au transhumanisme, comme diminuer la souffrance impliquée par des maladies liées au vieillissement, allonger significativement l'espérance de vie, augmenter les capacités cognitives de l'être humain, mais aussi, pourquoi pas, faire de l'être humain un cyborg. Alors d'ailleurs, rappelons que le terme cyborg signifie littéralement organisme cybernétique. Certains transhumanistes envisagent même la possibilité d'accéder à l'immortalité grâce à la cryogénie ou au mind uploading. C'est d'ailleurs ce que Elon Musk essaie de faire, de commencer à en faire en tout cas avec la truie Gertrude. L'idéologie transhumaniste est nécessairement controversée car beaucoup craignent une fusion humain-machine qui serait une dégradation et une prise de risque sur les organismes humains et un appauvrissement ontologique, sans parler des conséquences sociétales en termes d'inégalité, puisqu'on pourrait voir coexister différentes espèces humaines. Alors que le transhumanisme soit une utopie, une dystopie, ou qu'il décrive avant l'heure le destin des êtres humains, il n'en est pas moins une invitation à la réflexion sur ce qu'est être humain, sur les rapports des humains aux technologies et pourquoi pas sur les rapports des humains aux autres espèces animales. Notons d'ailleurs que dans un scénario transhumaniste maximal, l'espèce humaine deviendrait une sous-espèce transhumaine, ce qui ferait des humains actuels les animaux de demain. Donc, soyons attentifs. Pour bien saisir ce à quoi fait référence ce transanimalisme, l'art, en l'occurrence sur ce sujet, mais sur bien d'autres d'ailleurs, l'art est bien souvent un formidable adjuvant. À cet égard, je voulais parler du roman de Vincent Message, Défaite des maîtres possesseurs, qui date de 2016, qui nous place, nous, les êtres humains, dans la situation dans laquelle se trouvent actuellement les animaux, qui sont l'objet de commodification, c'est-à-dire de transformation en marchandises consommables, ou tout simplement au service des humains, ou encore, dans le meilleur des cas, dans une collaboration étroite humain-animaux. Dans ce roman, Vincent Message raconte l'histoire d'une espèce supérieure aux humains qui, de ce simple fait, s'estime tout à fait légitime pour assujettir les humains à des tâches souvent ingrates, pénibles, douloureuses, dégradantes, voire morbides. Alors là, je fais une petite incise parce que justement, dans mes recherches, je travaille sur les transferts de sens entre les notions d'animalité, d'humanité et de machinité. Il est d'ailleurs intéressant de voir que la figure du robot qui signifie robota, qui signifie en tchèque labeur, travail, a existé dès l'origine, depuis une pièce qui date de 1920, justement pour servir les êtres humains
y être assujettis. Et d'ailleurs, les robots se retournent contre les humains, comme c'est classique en science-fiction. Et donc, il y aurait aussi un sort commun en termes de représentation entre les animaux et le robot qui est là pour servir les humains. Petite incise terminée, dans cette proposition esthétique, artistique de Vincent Message, quel statut envisager pour les humains en question? En l'absence d'un consensus culturel, philosophique et juridique leur attribuant des droits réellement appliqués, puisqu'il existe des droits d'ailleurs, mais ils ne sont pas toujours appliqués, à disposer d'eux-mêmes, des droits prenant en considération leur valeur intrinsèque et reconnaissant leur vulnérabilité, leur seule chance de salut reposerait sur l'accroissement de leur capacité cognitive. Mais cela ne serait d'ailleurs pas forcément suffisant, car on peut bien voir des capacités cognitives spécifiques assez élaborées si elles sont si différentes qu'elles ne sont pas comprises et pas reconnues par l'espèce en situation de pouvoir, les chances de salut demeurent faibles. Pour aller dans le sens de ce que disait M. Boyer tout à l'heure, il ne s'agit pas de confondre les humains et les autres animaux, ou les animaux, mais bien de considérer que capacités cognitives très élaborées ou moins élaborées, nous avons peut-être une communauté de capacités cognitives, émotionnelles et sociétales suffisamment importantes pour que la dignité des animaux soit aussi prise en considération. Alors, je poursuis donc. Les tenants et aboutissants des questions transhumains, transanimaux sont plus identifiables en considérant que l'humain est potentiellement l'animal, l'aliénable pour d'autres espèces à venir, peut-être indifférentes ou bien peu clémentes si ce n'est manifestement prédatrices. Alors, il ne s'agit pas seulement de se mettre à la place des animaux, mais de considérer que l'augmentation des capacités physiques et cognitives modifie les perspectives d'appréciation des humains transanimaux envers des animaux transanimaux ou de dépréciation, non plus seulement des humains envers les animaux, mais des transhumains envers les humains. On peut voir ce déplacement de focus comme une pure fiction. Il aide alors à la mise en perspective de situations actuelles concrètes. On peut aussi le considérer comme un potentiellement très concret dans un sens, dans le cas où coexisteraient l'espèce humaine et des espèces supérieures, dites supérieures, avec toutes les précautions d'usage qui devraient accompagner ce terme, bien sûr, des espèces transhumaines, post-humaines, foncièrement différentes des humains actuels. Alors, à partir de quand peut-on parler de transanimalisme? Là, ce n'est pas une précision historique, mais plutôt définitionnelle, proposition de cadrage. La notion de transanimalisme est théoriquement applicable à tout type d'animal à qui l'on applique des techniques et des technologies issues des nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives, dans le but de les augmenter physiquement et ou cognitivement. La notion de transanimalisme étant encore à développer, à préciser, à approfondir, à élargir, les critères d'évaluation proposés ici sont également susceptibles d'évoluer. Les procédés de sélection artisanaux des espèces domestiques sont en effet le fruit, depuis le Paléolithique, d'une longue histoire engageant les humains et les animaux. En l'état, on peut affirmer que pour qualifier un animal de transanimal, il faut que les caractéristiques des individus ou des espèces concernées soient suffisamment modifiées, qualitativement ou quantitativement, sans qu'il soit possible d'obtenir de telles modifications par de longs procédés artisanaux. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez aussi, Madame Gaillard, tout à l'heure, dans le siège de Jérémy Rifkin, on pourrait aussi dire qu'il existe des animaux
transgéniques. Enfin, comme il y a des OGM, il y a finalement des animaux de façon importante, enfin, génétiquement modifiés. Alors, par exemple, une poule qui pondrait 1 à plusieurs œufs par jour au lieu d'une dizaine par mois, ce qui est normal, enfin, ce qui a été sélectionné par la nature et par les êtres humains pendant des millénaires. Cette démultiplication de production uniquement grâce à des procédés technoscientifiques qui ne sont pas reproductibles, encore une fois, de façon artisanale, peut à juste titre être appelée une poule transanimale. Il y a aussi l'exemple de souris d'expérimentation auxquelles, en 2013 et 2014, on a greffé des cellules gliales humaines. Alors, les cellules gliales humaines, les scientifiques le sauront plus précisément que moi, mais tout au moins, ce sont des cellules qui sont présentes dans nos intestins et qui ont une incidence sur le fonctionnement des neurones du cerveau. C'est important. Donc, des souris auxquelles on a greffé des cellules gliales humaines, alors là aussi on pourrait parler d'animaux hybrides, afin d'accroître leur capacité cognitive, qui ont de fait été démultipliées par 4. Ces souris étant en mesure de réussir beaucoup mieux des labyrinthes de plus en plus complexes, etc. Donc, on imagine si on faisait la même chose sur des chimpanzés, ce qui pourrait se passer. Alors, ces souris, aussi, on peut aussi dire que ce sont des souris, bien évidemment, transanimales, ou aussi des souris hybrides. Voilà. Alors, les exemples dans la littérature scientifique de ces applications sont nombreux, tant du côté des animaux d'élevage intensif, qui sont les premiers concernés en termes de masse par les modifications génétiques lourdes, que des animaux sur lesquels sont pratiquées des expérimentations pour améliorer la santé humaine. Par exemple, on fait naître des labradors ou des beagles avec des maladies génétiques humaines très, très, très lourdes, comme la myopathie, afin de pouvoir améliorer, de pouvoir faire de la recherche et mieux comprendre, trouver des solutions donc pour guérir les humains. D'une certaine façon, ce sont aussi des transanimaux. En revanche, le qualificatif de transanimaux et la question du transanimalisme posée en tant que tel demeure relativement anecdotique. Encore une fois, ça reste un sillage, une question à mettre en avant. Pourtant, et regardez de plus près du côté des animaux, il existe déjà, principalement chez des animaux domestiques destinés à l'élevage agroalimentaire intensif, mais aussi des animaux de compagnie destinés à l'expérimentation scientifique, comme je vous l'ai dit. Enfin, les chiens sont des animaux de compagnie ou peuvent aussi être des animaux destinés à l'expérimentation scientifique, sur lesquels donc on fait de nombreuses manipulations tenant soit de la longue histoire de la sélection physiologique et cognitive orchestrée par les humains, soit depuis quelques décennies de manipulations génétiques bien plus rapides et souvent invasives. Concernant les animaux d'élevage intensif, finalement, le seul baromètre est non pas l'augmentation de la productivité, mais bien l'accroissement effréné du productivisme. Il s'agit alors de multiplier dans des proportions allant parfois de 1 à 10 la production de lait, d'œufs, de viande, d'obtenir des peaux de meilleure qualité pour le cuir, des pelages de plus en plus soyeux pour les fourrures, etc. Bien souvent au détriment du fonctionnement biologique, social et émotionnel des animaux concernés. Le transanimalisme est également pratiqué sur des animaux issus d'élevage destinés au laboratoire, comme je le disais, des chiens, des chats, des rongeurs, des singes, qui travaillent sur des manipulations technoscientifiques utilisant les NBIC dans le but de soigner les êtres humains ou de remplir des objectifs dont certains sont assimilables au développement du transhumanisme, comme c'est le cas, encore une fois, de la truie Gertrude.
Alors, comme je vous disais tout à l'heure aussi, on parle d'animaux transgéniques pour les animaux d'élevage modifiés génétiquement. Le terme fait tout de suite penser aux plantes transgéniques. Pourtant, les modifications génétiques impliquées chez les animaux n'ont pas seulement une incidence physiologique, et les animaux ne sont pas réductibles à des plantes, que ce soit en pratique, scientifiquement, philosophiquement, sémantiquement ou symboliquement. Les manipulations scientifiques en question peuvent modifier les capacités cognitives et les comportements en les améliorant ou en les dégradant des animaux concernés. Alors surtout, il faut bien préciser que les augmentations cognitives sont particulièrement complexes, ou non, mais je pense que oui, complexes à assumer éthiquement. Augmenter les capacités cognitives d'animaux, de grands mammifères par exemple, déjà doués de capacités élaborées et subtiles, exposerait les humains à une double contrainte. Car d'emblée se posent les questions suivantes. A-t-on le droit d'imposer à des individus d'une autre espèce une augmentation cognitive intellectuelle qui les exposerait probablement à un gouffre existentiel inédit et soudain? Puisque le fruit de notre propre évolution cognitive, justement, est le fruit de millénaires et de millénaires. Et on peut, à juste titre, se demander ce qui se passerait si, tout à coup, le plafond de verre, du moins, commençait à se fissurer pour ces animaux-là, et avec ces augmentations cognitives. C'est des thématiques qui sont abordées en science-fiction, encore une fois, là où il y a toute une littérature dense et passionnante à découvrir. Alors, en effet, l'évolution de l'espèce humaine s'est déroulée sur des millénaires, comme je disais, avec elle l'évolution de nos comportements, de nos efforts de civilisation, de notre culture, etc. Donc, nous sommes issus d'un développement très complexe qui a plusieurs ramifications, dimensions et implications, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes civilisés pour la plupart d'entre nous, que tout au moins, nous tendons à l'être. Ensuite, comment qualifier, considérer des animaux augmentés cognitivement? Des animaux hybridés avec l'humain, comme la chimère porc-humain, je vais en parler après, appartiendraient-ils toujours à la même espèce? Entrerait-il dans la communauté des humains, etc. Je parlerai de la chimère porc-humain un peu plus loin. Il vous reste 2 minutes. Tilili, alors 2 minutes. En 3, ça devrait être jouable. 3,5. Où en étais-je? Alors, le transanimalisme aussi est une invitation à réfléchir à nos représentations et nos relations avec les animaux. Le transanimalisme tente à décrire la dynamique à l'œuvre dont nous pensons qu'elle est manifestement en train d'aboutir à la sédimentation de pratiques issues d'une idéologie implicite que je propose de qualifier de donc transanimalisme, et qui, contrairement au transhumanisme, n'est pas un projet d'émancipation ou de progrès éthique pour les animaux, bien au contraire, pour l'instant en tout cas. Le transhumanisme a lui pour objet, à tort ou à raison, de faire des humains plus que des humains, quand le transanimalisme est d'emblée une pratique qui fait des animaux moins que des animaux. D'une certaine façon, la logique transanimaliste correspond à l'aboutissement d'une application concrète de la fusion et de l'indifférenciation entre les catégories animales et machinales, précédée par une confusion représentationnelle entre l'animalité et la machinité. Les représentations biaisées au sujet des animaux persistent. Néanmoins, les sciences centrées sur les animaux, en biologie, en éthologie, en zoopsychiatrie, participent à fissurer le fameux plafond de verre entre humains et animaux et à reconstruire des fenêtres permettant de voir nos voisins les animaux en face, sur les côtés, etc., tout au moins au sein d'un environnement commun dont il reste à redessiner les perspectives et de nouvelles façons de partager le territoire. Alors, dans ce contexte, les questions mises en perspective par le transanimalisme, que ce soit d'un point de vue de l'exacerbation, de l'exagération, allant jusqu'à la dégradation, l'atrophisation biomécanique des animaux, principalement les animaux d'élevage intensif, sont
des pas de plus dans la manipulation du vivant qui rendent, pour ainsi dire, obsolètes des questions pourtant à trancher dès à présent. Outre la collaboration avec certaines espèces animales domestiques, comme les chiens, les chats et certains animaux de rente, le rapport des humains aux autres espèces domestiques, les vaches, les poules, les moutons, les cochons, doit-il globalement demeurer un rapport d'asservissement? La question reste ouverte. Pour reprendre la métaphore du plafond de verre et la confronter à la réalité des travaux scientifiques sur des grands primates, on s'aperçoit que l'augmentation cognitive technoscientifique est une circonstance accélérant l'évolution des paradigmes et des représentations humaines des animaux non humains. Je vous avais pris l'exemple du gorille Coco que je ne vais pas développer là, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent Coco, le gorille qui est décédé en 2018 et qui parlait le langage des signes. Je vous laisse aller voir un documentaire avec l'éthologue Penny Patterson. Voilà, elle avait 85 de QI. Le gorille, hein, pas l'éthologue. Donc, même si le QI est une mesure d'évaluation qu'on peut discuter, remettre en question, elle est quand même une indication du fait que, voilà, il y a quand même peut-être une prise en considération. Je vais couper une partie de la fin de ma présentation pour ne pas... Et pour ne pas entamer sur les autres, parce qu'on avait plus de 20 minutes d'avance, donc ce serait dommage qu'on coupe sur les collègues. Alors, je termine sur les animaux sous machine. De nombreux exemples d'animaux augmentés, que ce soit physiquement ou cognitivement, peuvent être analysés sous le prisme de la sous-machine dont l'autonomie est entravée, voire fortement compromise. On pensera par exemple aux poulets à croissance rapide ou aux chimères porcs humains. Alors, les poulets à croissance rapide, ces poulets de chair sont soumis à d'importantes modifications génétiques afin d'arriver à une croissance optimale à vue d'un abattage en 2 fois moins de temps. Leurs muscles grandissent beaucoup trop vite par rapport à leurs organes, cœur, poumons, pattes, etc. Ces modifications entraînent des problèmes moteurs, cardiaques, des douleurs, des dystrophies importantes. Ces dystrophies peuvent notamment occasionner des fractures au niveau des pattes. Concernant la chimère porc-humain, en Californie, des recherches sur les embryons hybrides cochons-humains ont été menées avec succès. La recherche publiée en 2017 explique qu'on a intégré des cellules souches humaines à des embryons de cochons afin d'obtenir des animaux banques d'organes. Il s'agira alors de remédier au déficit de dons d'organes humains et de remplacer plus aisément un cœur, un poumon humain. Et pour conclure définitivement, je dirais que pour un projet transanimaliste positif également pour les animaux, il convient notamment de poursuivre l'identification et l'évaluation des représentations sociétales et académiques au sens large des animaux qui demeurent souvent confondus avec des machines biologiques. Il ne faudrait pas que le fantasme, la fiction philosophique d'animal-machine devienne une réalité davantage tangible avec des transanimaux sous machine. Je vous remercie.